Bonjour, alors nous recevons Jean-Claude Leland, président fondateur du groupe Argan. Est-ce que vous pourriez, pour démarrer cette interview, nous présenter un petit peu l'entreprise, quel est son métier et son univers? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc nous opérons dans le domaine de l'immobilier. Notre caractéristique est que nous sommes un pure player en immobilier logistique. La finalité étant de détenir des entrepôts de première qualité qu'on qualifie donc de APL, c'est-à-dire A, ça caractérise la qualité de l'immeuble, P, c'est l'emplacement, mais surtout le L, loué à des locataires de première qualité et parfaitement solvables, si possible. Donc le métier, c'est donc de faire grossir cette boule de neige. Il y a deux manières pour la faire grossir. D'abord, la première, nous faisons du développement. C'est-à-dire nous partons dès lors que nous avons identifié un futur locataire. Nous allons donc développer la plateforme, obtenir donc les autorisations de construire, permis de construire et puis autorisation préfectorale d'exploiter, lancer la construction que nous surveillons et finalement louer donc les entrepôts donc au locataire en question qui est à l'origine de l'opération. Et ensuite, nous assurons la gestion locative pendant toute la durée du bail. Voilà un petit peu notre métier. Donc nous sommes en même temps donc, une foncière en tant que telle, c'est-à-dire gestion donc, du patrimoine existant. Et surtout, donc, nous assurons le développement. Je dois ajouter également que dans la mesure où nous voulons avoir un taux de croissance soutenu, il nous arrive donc, de faire des acquisitions, mais toujours donc, des plateformes qui répondent à nos critères qualitatifs. Alors on sait que les grandes foncières cotées évoluent également dans cet univers de la logistique. En quoi vous vous différenciez et quels sont vos arguments justement sur ce créneau? Oui, effectivement, donc les grandes foncières peuvent détenir différentes classes d'actifs. Donc nous, comme je vous le disais, nous sommes un pure player, c'est-à-dire que nous ne faisons que nous opérons uniquement donc, dans l'immobilier logistique. La caractéristique de cette classe d'actifs, c'est que, comme vous le savez, ça se passe donc dans les zones industrielles, contrairement peut-être donc aux grandes foncières qui opèrent donc dans le commercial, dans les bureaux, certaines d'entre elles donc dans le logement. Donc nous, ça se passe en zone industrielle. Ce qui nous différencie, c'est effectivement notre capacité à interfacer avec les locataires. Il faut comprendre dans ce métier quel est j'allais dire, la lecture et les besoins des locataires. Pourquoi sont-ils implantés à tel endroit? Quel est le secteur économique dans lequel ils opèrent? C'est-à-dire, sont-ils dans un secteur déclinant, dans un secteur au contraire ascendant? Parce qu'encore une fois, dans cette tasse d'actifs, le locataire est déterminant. Et il faut absolument comprendre pourquoi il sera là encore demain. Et donc ça, c'est tout l'aspect donc, de la gestion locative. Donc nous sommes un pure player, c'est ce qui nous différencie. C'est-à-dire nous considérons qu'on ne sait pas faire tous les métiers. Nous essayons donc de faire notre métier de notre mieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en détail quel est le cycle de construction d'un entrepôt logistique? Oui, comme je vous le disais, donc le cycle, il va être initié par la rencontre avec un locataire, étant précisé que nous ne construisons que si c'est préloué. Nous ne construisons jamais à blanc, jamais en risque. Dès lors, on va donc, avec le locataire, définir son projet, qu'on va donc construire de manière donc dédiée. Et il est préloué, donc je viens de le préciser tout à l'heure. Il va être naturellement standard en ce qui concerne les fonctionnalités, mais dans sa taille, il va être adapté aux besoins donc, du locataire. Nous allons, après avoir donc obtenu tout à l'heure, comme je le disais, les permis de construire, toutes les autorisations, lancer la construction que nous surveillons. Et ensuite, donc, nous donnons les clés au locataire qui va donc exploiter. Donc, nous ne sommes pas opérateurs, nous louons les murs. Hein, nous louons les murs. Et ensuite, donc, nous resterons à son écoute, à son contact, puisque nous assurons en interne la gestion locative. Quelle est la typologie de vos locataires aujourd'hui? Ils évoluent dans quel secteur d'activité? Oui, alors donc il y a deux familles de locataires, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon les chargeurs, c'est-à-dire les industriels qui sont propriétaires de la marchandise, tels L'Oréal, Decathlon, enfin, etc., Auchan.
Et puis, ce sont donc des chargeurs, c'est-à-dire qu'ils ont choisi donc d'externaliser le côté immobilier de leur métier et ils préfèrent allouer leurs ressources à leur cœur de métier plutôt qu'à l'immobilier. Donc, ce sont les chargeurs. L'autre catégorie, ce sont donc des prestataires logistiques, c'est-à-dire ce sont des industriels qui vont opérer pour le compte des chargeurs en question, pour le compte des industriels, qui vont opérer en tant que prestation de service, ils vont opérer le stockage et le transport, c'est-à-dire la distribution vers les points de vente. Ce sont ce qu'on appelle des logisticiens, alors, tels que Norbert d'Entresangle, Géodis, Kuehne+Nagel, enfin, DHL, sont des noms qui vous parlent probablement. Donc voilà donc les deux grandes classes. Alors, sur la période 2010-2012, vous avez effectué de très lourds investissements. Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez besoin d'investir autant et est-ce que vous avez eu des difficultés à réunir les financements nécessaires? Oui, alors il est vrai que la croissance est fortement inscrite dans notre ADN. Il est vrai qu'en 2010, 11, 12, nous avons investi par année en moyenne 150 millions. Et ça représente 300 000 mètres carrés. Donc c'est énorme. On a été donc le principal acteur dans cette classe d'actifs. Dans les années qui ont précédé, on était plutôt donc sur un trend donc de 50-60 millions. Et c'est le trend qu'on va probablement reproduire de 2013 à 2020. Alors pourquoi croître? Aujourd'hui, si vous voulez, si demain on s'arrête d'investir, tout va bien. Puisque les loyers, j'ouvre une parenthèse, les revenus donc, des loyers servent d'abord à payer donc, des frais de fonctionnement qui, au demeurant, sont très faibles, parmi les plus faibles donc, de toutes les foncières, puisque les frais de personnel représentent environ 4% donc, des revenus, alors qu'en interne, nous assurons toutes les fonctions. Donc ces flux vont servir donc, à payer les frais de fonctionnement et ensuite, par obligation, par ordre chronologique, vont permettre de rembourser le capital, étant précisé que notre dette est une dette amortissable que nous contractons actif par actif. Autrement dit, quand on initie un programme, effectivement, c'est initié par le locataire et on va monter un financement. Donc à chaque fois, à chaque opération, pierre par pierre, on va monter un financement sur une durée de 15 ans, adossé donc à l'entrepôt en question, sur lequel le banquier va prendre une hypothèque, tout simplement. Et donc, les flux payer d'abord les frais de fonctionnement, payent le remboursement du capital tous les ans, et ensuite, donc, ce qui reste, c'est pour les dividendes, ça vous concerne, et l'autofinancement pour les développements de demain. Alors, pourquoi effectivement continuer à croître? Eh bien, nous voulons que notre boule de neige atteigne, soit plus importante, pour deux raisons principalement. La première, c'est qu'aujourd'hui, la capitalisation boursière n'est pas suffisante pour générer donc de la liquidité. Ça, c'est un handicap qui ne nous est pas propre, qui est un handicap, de mon point de vue, pour les small caps. Donc nous voulons au moins doubler assez rapidement cette capi boursière. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'en cas de défaillance d'un locataire, il est important que celui-ci ne représente qu'une très faible part dans le patrimoine. Donc voilà les deux raisons. Et donc nous allons continuer donc à croître jusqu'en 2020. C'est notre objectif. Et puis après 2020, on sera peut-être à maturité. Et à ce moment-là, on se repositionnera pour recalibrer peut-être la croissance. L'idée étant qu'à ce moment-là, on se désendette. Le désendettement est permanent, me direz-vous, mais en même temps, on remet de la nouvelle dette pour la croissance. Alors, on parle beaucoup de resserrement du crédit bancaire. Est-ce que vous avez eu des problèmes à trouver de l'argent auprès de votre pool bancaire? Oui, alors, nous avons la chance donc d'opérer, comme tout à l'heure je vous le disais, par endettement adossé à chaque développement. Ce qui permet effectivement aux banquiers donc, qui nous prêtent de comprendre déjà quel est le compte d'exploitation de l'immeuble en question qui est l'objet d'endettement et va comparer les flux donc, des revenus locatifs et donc de la charge d'endettement. Et par ailleurs, comme c'est la foncière qui signe, donc il y a la garantie de la foncière. De ce fait-là, nous fonctionnons, et vous l'avez probablement remarqué, avec une dette très élevée, qui est par ailleurs créatrice de valeur. Et ce modèle de financement
est très sécurisant puisque nous n'avons pas de covenant bancaire, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de dette à négocier. Notre obligation primaire, c'est tout simplement donc de rembourser la dette contractée et c'est dans notre nature. Et c'est un modèle qui est certainement plus laborieux parce que c'est pierre par pierre. Mais par contre, il est beaucoup plus sécurisant quant à l'endettement. Est-ce que vous pourriez être amené tout de même à faire appel à vos actionnaires afin de renforcer les fonds propres? Alors, il est vrai que pour revenir au flux dont je parlais tout à l'heure, après avoir remboursé le capital et puis payer les frais de fonctionnement, payer le dividende, etc., la quote-part qui reste pour l'autofinancement n'est pas toujours suffisante. C'est la raison pour laquelle, en 2011, nous avons fait appel au marché sous forme d'augmentation de capital. Nous avons levé à cette époque-là 36 millions. Et donc, nous n'avons pas l'intention donc, de reproduire ce schéma, parce qu'il est dilutif pour ceux qui ne suivent pas. Ceci dit, nous avions suivi avec ma famille. Et donc, si nous devons encore faire appel dans les années qui viennent à des ressources externes, ce sera donc une obligation pure et nette. Et par la suite, ce sera donc le produit donc des arbitrages qui permettra donc d'alimenter, de fournir du kérosène pour les futurs développements. Quelle est votre politique en matière de dividendes? Vous l'avez probablement remarqué, ce que nous avons un très grand respect pour nos minoritaires. Je vous rappelle qu'avec ma famille, nous détenons 54% et donc les minoritaires représentent 46%, mais pour lesquels nous avons un très grand respect. Et nous avons pour objectif de distribuer un dividende de l'ordre de 6-7%. Ceci dit, ce n'est pas une assurance vie. Si il y avait des événements majeurs, eh bien, effectivement, d'abord on les expliquerait, mais notre objectif, c'est de fournir un dividende qui d'ailleurs devrait croître dès lors que la foncière aura atteint une maturité. Parce qu'à ce moment-là, le désendettement atteint très rapidement d'ailleurs. La dette que nous rembourserons prochainement dans les années qui viennent sera supérieure à la nouvelle dette contractée. Donc il y aura un désendettement automatique et donc ce qui favorisera effectivement donc une disponibilité de flux pour les dividendes. Mais ça, c'est pas demain, c'est dans quelques années. Alors quel est aujourd'hui le niveau de l'actif net par action et quelle est la décote sur votre titre? Oui, d'après nos prévisions, l'actif net par action en cette fin d'année sera donc de l'ordre de 15 euros, 14,8, 14 ou environ 15. Et effectivement, comme vous l'avez remarqué, la décote est de l'ordre de 20%, puisque le titre vaut sensiblement 12 comme palier. Alors notre objectif, effectivement, c'est donc on n'est pas maître du cours, vous le savez, on est par contre maître de l'évolution de l'ANR. Et donc nous pouvons vous dire que l'ANR, dans les années qui viennent, à taux de capitalisation du patrimoine constant, va augmenter de manière très, très significative et de manière linéaire. Alors peut-être on va prendre maintenant des questions en public, si des personnes veulent poser des questions à M. Leland. Oui, je demandais pourquoi ne pas proposer tous les ans un dividende en actions. Oui, alors cette opportunité, donc jusqu'à présent, donc nous l'avons offerte au cours donc des 2 ou 3 dernières années. Par contre, par rapport à la valorisation de l'ANR, ça n'est pas favorable puisqu'on augmente donc le dénominateur. Et pour cette raison, nous n'avons plus l'intention donc d'offrir cette opportunité qui effectivement est favorable d'un point de vue numéraire, d'un point de vue liquidité, mais parfaitement défavorable pour les actionnaires qui ne suivent pas. D'autre part, vous donniez tous les ans, j'avais noté à l'époque, la surface de vos entrepôts. Tout à fait. Alors, au cours donc, des 3 dernières... Pardon. Vous êtes à combien maintenant? Oui, nous sommes à 1 100 000 m². Et donc, au cours des 3 dernières années, nous avons augmenté d'à peu près 700 000 m². Donc, on a changé un petit peu de braquet. C'est légèrement pondéré par les arbitrages que nous effectuons. C'est-à-dire que lorsque certains actifs arrivent à maturité, ou pour différentes raisons de sélection, on arbitre. D'accord. 1 100 000. Très bien, merci. Oui.
Quel est le montant des fonds propres de la société et le rapport par rapport à la dette? Donc la dette, comme je le dis très souvent quand je suis en forme, c'est ma première certitude. Je suis au moins sûr de la dette. Quant plus sérieusement à la question que vous posez, les fonds propres sont donc de 200 millions. Et la dette sera en cette fin d'année très légèrement supérieure à 500 millions. Mais la dette en valeur absolue, il faut la rapprocher de la valeur des actifs, et qui, eux, seront donc de l'ordre de 750 millions en cette fin d'année. Quel bénéfice par action? Bénéfice par action. Il est de, je ne l'ai pas en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 3 euros, je crois, hein, par action. Oui. Voilà, merci. On va clore cette conférence. Bien, merci beaucoup, Monsieur Leland. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours aller sur son stand, le stand Argan. Merci. Voilà, merci de votre attention et bonne journée.